Donc bonjour à tous. Merci pour cette introduction et merci à tous d'être présents dans la salle. On va vous parler du challenge Paris Région IA Challenge par Industrie qui a eu lieu en 2021, dans lequel Dassault Aviation a pris part avec donc la région et puis différents partenaires comme les pôles de compétitivité et l'université Paris-Saclay. Donc l'élément qui nous a intéressé dans le cadre de ce challenge, donc en fait, ouais. Donc ce challenge-là, en fait, la thématique, c'est la région Île-de-France qui nous a approchés à l'occasion du dernier salon du Bourget sur une thématique de créer un projet, de contribuer à un projet IA au sein de la région. Et donc une des idées, c'était de mettre en place un challenge. Et donc ce challenge, on a choisi comme thème de faire un challenge sur nos données de capteurs d'avions d'essai, donc de nos paramètres de vol, et d'être capable, on avait une idée, c'était d'être capable de rejouer sur un avion client, par exemple, donc avec un certain nombre de paramètres de vol, d'être capable de rejouer des capteurs qui ne sont pas présents sur avion de client, mais uniquement sur avion d'essai. Donc en fait, l'objectif, c'est d'être capable d'apprendre ce qui se passe sur nos avions d'essai, les différents liens entre les paramètres de vol et puis les différents capteurs spécifiques à l'instrumentation d'essai, et à partir de ceci, être capable de rejouer des séquences qui se déroulent sur avion client et d'avoir les mêmes retours que sur un avion d'essai. Donc pour cela, on a mis en place en collaboration donc, ce challenge qui a mis comme données à contribution, les candidats avaient indirectement, mais avaient accès à plus de 300 vols d'essai complets, dans lesquels ils avaient 120 paramètres de vol, donc des données de série temporelle, échantillonné de 1 Hz à 250 Hz, donc avec voilà, toutes les problématiques liées à l'IoT avion. Et tout cela a été mis en place sur une plateforme permise par l'université Paris-Saclay qui s'appelle Codalab, qui nous a permis de proposer aux candidats de faire du code submission, donc de soumettre leurs algorithmes au sein de la plateforme. Les candidats avaient accès à 3 vols en clair, histoire de comprendre un peu les mécanismes qui avaient lieu et mettre en place leurs différents modèles. Donc ce challenge a eu lieu sur 2 mois. On a choisi, parmi 30 candidatures, on a choisi 10 candidats, 10 startups. Donc l'idée, c'était d'avoir des startups, PME, ETI de petite taille, ainsi que des consortiums avec potentiellement des scientifiques. Et donc là-dessus, 2 mois de travaux, plus de 1000 modèles ont été soumis par les différents candidats pour aboutir au final à une solution, un lauréat, qui est le consortium, donc Aquila et Supmeca. Donc je vous laisse présenter un peu plus l'application de ce challenge, ce que vous avez réalisé durant ce challenge. Merci beaucoup. Donc, Antonin Braun, je suis directeur technique d'Aquila. Aquila, on est une société uniquement dédiée à la data science et la R&D en data science. Et de par la nature de toutes mes équipes chez Aquila, on a cette envie d'aller faire de la R&D, d'aller plus loin sur les projets de data science. Et donc, c'est pour ça que ce challenge nous a tout de suite intéressé, parce que c'est quelque chose qui est intéressant. On est toujours avide de données. Il y avait de la donnée disponible. Et on est avide de challenges complexes. Et ici, la complexité du challenge, c'est qu'on est parti pour modéliser des phénomènes physiques grâce à du deep learning, du machine learning et de l'IA. C'est pour ça que tout de suite, on s'est tourné vers des spécialistes de ce qui nous manquait. Donc nous, on est spécialistes de l'IA. On s'est tourné vers des spécialistes de la mécanique qui ont une culture IA et une culture du machine learning. Et c'est pour ça qu'on a monté ce consortium. Alors, pour faire un petit retour d'expérience sur le challenge, effectivement, comme Stéphane le mentionnait, on avait accès qu'à uniquement 3 vols pour comprendre les dynamiques du signal, un grand nombre de capteurs, donc comme ça a été mentionné. Et on devait soumettre notre modèle sur une plateforme pour qu'il apprenne sur des données que finalement, on n'avait pas le droit de voir, pour des raisons évidentes, et qu'ensuite, on testait sur d'autres types de vols. Donc, une des grandes difficultés que nous, on a ressenties, c'est qu'effectivement, ne pas voir les résultats du modèle, ne pas voir la dynamique de tous les signaux, c'est une vraie difficulté quand on veut mettre en place des méthodes spécifiques qui ne sont pas juste du machine learning un peu brut, où on va, moi j'aime bien cette image, le machine learning pour moi c'est pas on balance les données, on touille et on attend que ça sorte le bon résultat. C'est beaucoup de travail sur les données, la création de features et comprendre comment le modèle apprend
pour lui permettre d'apprendre mieux et d'être plus performant et plus explicable. Et donc c'est là où on a ressenti de la difficulté, mais on a quand même pu mettre en place pas mal de choses dans notre partenariat avec Isae Supmeca, autour notamment du pré-traitement et du post-traitement des données, que ce soit dans la partie pré-traitement parce qu'on avait des capteurs qui étaient redondants ou alors qui étaient corrélés fortement, donc tout un travail autour de la consolidation de ces capteurs qui a été mis en place pour être capable de compléter les données manquantes ou les données aberrantes. Et je vais peut-être te laisser préciser là-dessus. Oui, en fait, là-dessus, ce qu'on a donné à l'ensemble des candidats, c'est vraiment les données brutes avion. Donc, pas de pré-traitement, pas de rééchantillonnage. Donc, avec des problématiques de données aberrantes, de capteurs défaillants, de dérive capteurs, avec également des séquences de vol qui sont très atypiques. Donc, derrière, qui sont liées au fait qu'on fait des essais en vol, donc des choses que ne voient pas normalement les avions clients. Donc voilà, le fait de travailler sur toutes ces données-là nécessitait d'avoir un certain recul d'un point de vue physique, mécanique du vol. C'était aussi ce qui était attendu dans ce challenge. Tout à fait, et c'est effectivement des choses qu'on a appris durant le challenge. Typiquement, dans les vols auxquels on avait accès, il y avait un décollage, un vol, un atterrissage. Or, dans les vols d'essai, d'évaluation, il y avait effectivement des phases où il y avait plusieurs décollages et atterrissages. Et donc ça, il fallait que le modèle soit capable de le comprendre. Donc on a mis en place aussi toute une stratégie de détection de phases de vol à partir des données, donc être capable de regrouper les phases de vol entre elles pour rendre les modèles et apporter de l'information au modèle. Donc ça, c'est un deuxième aspect où on a dû mettre en place des techniques spécifiques sur les données. Et enfin, un troisième aspect qui était très important pour nous, qui est la correction a posteriori du modèle, parce que de la même manière, les capteurs qui sont de contrainte et les différents capteurs de l'avion sont corrélés en sortie, et donc utiliser toute l'information disponible, même celle produite par le modèle, pour renforcer ces données, c'était très important pour nous. Donc ça, c'est l'ensemble de la démarche qu'on a suivie pendant le challenge, qu'on a expliqué. On a eu à produire aussi un rapport scientifique qui explique nos résultats, qui explique notre méthodologie. Et là-dessus, on a aussi beaucoup travaillé autour de l'explicabilité de modèles, même si on n'avait pas accès à toutes les données et qu'on avait accès qu'aux résultats de score des modèles en sortie sur l'évaluation. On pouvait, sur les données d'essai, déjà montrer qu'on avait appris des choses et des corrélations et pouvoir montrer notre apprentissage sur ces données. Donc ce projet, on a eu la chance de le remporter grâce à tout ce qu'on a mis en place, et ce qui nous donne pour la suite des vraies perspectives de construction. Et je vais laisser Martin présenter quelle est la suite de notre développement autour de ce sujet. Donc, merci. Donc, Martin Guienne, donc Isae Supmeca. Je travaille dans l'équipe vibration acoustique et structure. Donc, je suis pas forcément issu du monde de l'intelligence artificielle à l'origine, mais ça fait environ 4 ans que finalement on couple ces outils-là avec toute une expertise métier pour proposer un certain nombre de solutions industrielles, de capteurs intelligents, de systèmes embarqués, de choses comme ça. Et finalement, cette philosophie qu'on a d'apporter notre expertise au travers de nos modèles physiques couplés à des algos de machine learning, c'est vraiment ce qu'on va chercher à faire dans la suite du projet. Donc c'est ce qu'on a prototypé et commencé à faire dans le challenge, dans une période qui était assez courte. Et finalement, là où on va vouloir un peu aller plus loin, c'est conserver cette expertise et essayer de la mettre à profit dans l'apprentissage de certaines architectures de machine learning. Et notamment, on va se concentrer a priori sur des approches de type VAE, d'auto-encodeur variationnel, pour pouvoir un peu se poser des questions sur comment ces architectures-là, on va être capable de les faire finalement communiquer ou échanger avec des modèles de la physique, donc les modèles sur lesquels on est plutôt habitué côté Supmeca, et puis comment on va les faire dialoguer avec les modèles de machine learning qu'Aquila a l'habitude d'utiliser. Et ça, finalement, c'est un peu, comme ce que disait Antonin, c'est un peu ce qu'on a déjà fait dans le challenge, que ce soit en amont de l'utilisation de nos modèles par des étapes d'identification de phase de vol ou du stacking de modèles pour pouvoir finalement régulariser des solutions
en se basant sur le fait que finalement, dans nos capteurs, on avait une certaine physique qui était liée à la physique de l'avion. Les questions qu'on s'est posées, c'est comment on va être capable de traduire cette physique-là par l'intermédiaire de nos modèles de machine learning. Sachant que, si je peux rajouter, c'est une partie qui est très importante pour nous, parce que dans l'idée, on fait actuellement un nouvel avion, donc le Falcon 10X. L'idée, c'est d'être capable d'exploiter tout ce qu'on sait déjà sur nos précédents avions pour améliorer nos précédents modèles, d'une part. Et il y a aussi la particularité qu'on n'utilise pas, on n'attend pas d'avoir les données de vol pour pouvoir concevoir un avion. On utilise fortement des différents modèles de simulation, que ce soit aéroélasticité ou autre. Et donc, on a besoin, en fait, d'une part, de se dire qu'on est capable d'utiliser les données issues d'avions précédents, mais également être capable d'avoir une forte interaction avec les modèles de simulation et arriver à se raccrocher au maximum avec des modèles physiques, des équations. C'est pour ça que, pour nous, l'hybridation, elle est aussi très importante au sein de Dassault Aviation. Oui, tout à fait. Et c'est dans cette philosophie qu'on le construit, hein. Aujourd'hui, un des grands enjeux et obstacles autour de l'utilisation du machine learning et du deep learning, c'est cet effet boîte noire qui peut parfois empêcher son utilisation réellement, hein, que ce soit pour des questions réglementaires ou des questions de cas limite. Comment traiter lorsque une donnée sort du jeu d'apprentissage? On n'a aucune garantie dans un cas classique sur comment le modèle va se comporter, est-ce qu'il va sortir des valeurs aberrantes. Et donc c'est pour ça qu'on a cette approche, notamment au travers des Variational Autoencoders, ces fameux VAE, qui vont nous permettre non seulement de contraindre l'apprentissage des réseaux de neurones selon des lois physiques et selon des équations qui sont aujourd'hui maîtrisées, utilisées à la fois dans la recherche par les mécaniciens, mais aussi par les ingénieurs et les gens des bureaux d'études pour concevoir les avions. Et donc contraindre l'apprentissage du modèle, ça va avoir deux effets. Premièrement, lui permettre d'apprendre de façon plus performante. On a vu des améliorations significatives lorsqu'on contraint uniquement à des données, avec des contraintes physiques et des contraintes réelles, l'apprentissage, mais aussi de limiter et de pouvoir garantir que le modèle ne va pas sortir des cas aberrants ou qui ne respecterait pas le monde réel et les domaines de l'avion dans ce cas-là. Et du coup, ce qui serait intéressant pour l'auditoire, c'est de savoir quels sont les gains liés à ce challenge-là, quelle est la suite du projet, en fait, comment, en tant que lauréat, quel était votre prix et qu'est-ce que vous allez faire après? Donc aujourd'hui, la suite de ce projet, ce projet donne le droit à une subvention de la région Île-de-France allant jusqu'à 500 000 €. L'idée, c'est que ça finance le développement non seulement de nos produits et des méthodes qu'on développe chez Aquila, mais aussi du partenariat que l'on a avec ISAE Supmeca par le financement de 2 thèses autour non seulement, donc, on l'a dit, de l'hybridation de modèles physiques, mais aussi de la détection d'anomalies grâce à ces nouvelles méthodes type Variational Autoencoder dans les séries temporelles. L'objectif pour Aquila, et je laisserai ensuite la parole à Martin, mais l'objectif pour Aquila, c'est de développer des solutions, un produit autour de l'analyse de ces séries temporelles qu'on retrouve dans de nombreux secteurs de l'industrie, non seulement chez Dassault Aviation et dans ce contexte de cette industrie, mais aussi dans le cas de machines de production, dans le cas du ferroviaire, de l'automobile. Et donc ça va être très intéressant de pouvoir généraliser, concevoir un produit grâce à l'apport d'un gros industriel, grâce aux connaissances du monde académique et de la recherche, et de pouvoir le généraliser à tout un ensemble de cas d'usage par la suite, grâce à ce financement et à cette recherche. Oui, et ce qui est intéressant aussi d'un point de vue recherche, c'est qu'il y a d'une part ce développement de solutions industrielles concrètes, mais aussi l'occasion finalement d'aller un peu plus loin avec des données qui proviennent d'industriels et qui sont précieuses car riches de problèmes et qui sont loin d'être les données qu'on va avoir dans des sets joués. Et ça va nous permettre du coup d'aller un peu plus loin aussi en termes de recherche, de voir comment de manière
concrète, on va être capable d'hybrider les choses et de voir comment on va être capable d'aller un peu plus loin que les méthodes traditionnelles qu'on a pour le dimensionnement notamment de ces avions, comment on va être capable d'utiliser ces approches de machine learning pour accélérer un petit peu les processus de conception, les processus de simulation en règle générale. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant d'avoir ce double aspect, à la fois recherche d'une part qui va venir faire cohabiter deux mondes, un monde plutôt de la mécanique et un monde plutôt de l'intelligence artificielle, et puis aussi deux mondes, un monde plutôt recherche et un monde plutôt industrie commerciale. Et je pense que c'est vraiment ce qui va nous permettre d'avoir des choses vraiment intéressantes à l'issue de ce projet. Et dernier bénéfice de ce projet, on a tout de suite vu dans ce partenariat et dans les différents éléments qu'on va développer que les approches qu'on a de compréhension de la donnée, de dialogue autour de ces séries temporelles et de ces différents projets permettent de faire naître aussi d'autres utilisations, d'autres besoins, de pouvoir répondre avec ces méthodes-là à d'autres problématiques, que ce soit des détections d'anomalies ou que ce soit des classifications de clients et de données externes. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'un projet en appelle vraiment un autre pour nous. Et donc, je crois que ces challenges-là sont vraiment une bonne opportunité pour, tester des entreprises et prouver la valeur de candidats, mais aussi aller plus loin par la suite ensemble dans un partenariat. Oui, c'est ça, et je vais conclure, je pense, là-dessus. Pour Dassault Aviation, on avait la possibilité de venir faire les choses en interne et de pouvoir, ou alors de directement sonder différentes grandes sociétés liées aux séries temporelles. Ici, on a voulu voir, on a une approche qui est très... on a tendance à faire les choses par nous-mêmes, mais ici, on a voulu essayer d'inciter des startups à travailler sur nos problématiques d'IoT, sur des données temporelles et de problématiques d'apprentissage sur des séries temporelles. Donc ici, on a eu l'opportunité de tester 10 candidats, mine de rien, de voir un peu leurs différentes approches. Et d'ailleurs, vous êtes actuellement, donc vous êtes les lauréats du challenge, mais vous n'êtes pas les seules entreprises avec lesquelles on va travailler à l'issue de ce challenge-là. Donc pour nous, un challenge de ce type est vraiment très très bénéfique. Et donc j'espère que d'autres challenges de ce type auront lieu avec potentiellement vos entreprises. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions dans la salle? Monsieur? Bonjour, Karim Awadi. Donc je travaille au sein d'une société de conseil et j'incube plutôt des projets. Donc ma question c'était, je suis dans le domaine de la santé, mais ce modèle de challenge, ça s'organise comment? Vous faites ça en une semaine comme un hackathon ou comment c'est organisé? Donc non, c'était 2 mois dans lesquels les entreprises ont la possibilité de travailler sur nos données. Donc en fait, une plateforme est mise en place. Donc là, je remercie vraiment l'Université Paris-Saclay qui nous a permis de mettre en place cette plateforme-là et qui nous a aidés d'un point de vue scientifique. Donc il y a eu tout un travail en amont pour mettre en place la plateforme, choisir les données les plus intéressantes, bien cadrer le problème. Avec le Covid, cette plage de mise en place du projet a mis un certain temps, mais honnêtement, c'est une plage de 4 à 6 mois pour mettre en place le projet de challenge sur la partie technique, voire moins. Et derrière, une fois que la plateforme est lancée et que les candidats sont dessus, c'est comme un challenge Kaggle. 2 mois de travaux dessus, à améliorer progressivement leur modèle jusqu'à aboutir à une solution finale. Donc une solution qui a été testée en 2 fois. C'est-à-dire que les candidats ont pu tester un certain nombre de modèles pour commencer sur un premier jeu de données, évaluer sur un premier jeu de données. Et dans un second temps, ils avaient la possibilité de soumettre un seul modèle, c'était la phase 2, sur un autre jeu de validation pour vérifier que leur modèle n'avait pas surappris sur les données de validation initiales et qu'ils étaient capables leur modèle était capable de généraliser correctement sur toutes les phases de vol avion. Est-ce qu'il y a un financement qui est accordé pour les participants ou comment vous vous organisez? Alors, dans le cadre de celui-ci, il n'y avait pas de financement accordé aux participants. Je pense que tu peux en parler. Oui, je peux en parler. Nous, c'est un risque qu'on a évalué, c'est-à-dire que c'était une direction dans laquelle on voulait aller, de toute façon, avec notre R&D interne, cette étude des séries temporelles. Et nous, on est
avide de données. Donc on a pris le risque de travailler effectivement ces 2 mois pour se donner une crédibilité, effectivement. Et on savait qu'il n'y aurait pas que les lauréats qui auraient des opportunités derrière. Donc c'était aussi dans cette démarche-là qu'on s'est inscrit sur ce challenge. Est-ce que tu peux chiffrer un peu les ETP associés à ce projet-là? En gros, nous, on a eu une équipe entre 3 et 4 qui n'a pas travaillé complètement à plein temps, mais pas loin, sur le challenge, en hybridation avec d'autres projets et d'autres aspects de recherche qu'on avait chez nous. Donc, sur les 2 mois, vous voulez dire, sur ces 2 mois-là, vous avez à peu près 2-3 personnes qui ont travaillé dessus à plein temps, on va dire. C'est ça, à peu près. Ouais, d'accord. De notre côté. Et côté académique, du coup, l'équivalent d'un ETP en parallèle pour compléter finalement l'équipe d'Aquila. Et pour compléter aussi en termes de risque, en fait, à la base, on ne se connaissait pas du tout avec Aquila. Et ça s'est un peu fait par un concours de circonstances avec Aquila qui souhaitait du coup tisser des liens avec des académiques pour pouvoir travailler un peu plus sur les aspects un peu plus fondamentaux, etc. Nous, on a l'habitude de travailler avec des industriels et que ce soit des grands groupes ou des plus petites structures. Et en général, c'est des dynamiques qui marchent bien. Et en fait, le challenge, c'était l'occasion, en tout cas pour moi, d'un point de vue académique, de commencer à se connaître, de commencer à faire des liens avec Aquila. Et finalement, en prenant ce risque-là, on s'est rendu compte qu'on avait des façons de travailler qui étaient assez similaires et qu'il y a une super mayonnaise qui a pris. La preuve, on a été lauréat du challenge, mais pas que, parce que du coup, il y a ces 2 tests qui démarrent. Et je pense que même si on n'avait pas forcément été, si on n'avait pas été lauréat, qu'il y aurait quand même eu finalement des démarrages de thèse ou d'autres travaux plutôt de recherche amont. Donc en fait, finalement, dans tous les cas, on était gagnant en termes d'investissement de temps. D'accord, merci. Y a-t-il une autre question? Moi, j'en ai une pour Antonin Braun. Vous avez dit que les résultats de ce challenge étaient réutilisables dans d'autres industries. C'est quoi? C'est 80% ou c'est 50%? Il faudra recommencer. Enfin, quel est le taux de duplication? Le taux de duplication de l'outil général, ça sera 100%, parce que on est de toute façon dans un univers du sur-mesure. Dans l'IA, aujourd'hui, les machines ne sont pas vraiment intelligentes, elles sont bonnes à faire la tâche qu'on a entraînée. Donc la démarche et la méthodologie qu'on va mettre en place, elle va pouvoir se réappliquer derrière. Ensuite, il y aura de l'adaptation. Effectivement, c'est compliqué à évaluer en fonction du use case, mais tout ce qu'on va apprendre sur le fait d'être capable, dans un contexte d'un modèle physique, d'apprendre avec plusieurs séries temporelles, une série temporelle autre, ça va être complètement réutilisable aujourd'hui dans la suite, dans nos produits et dans ce qu'on fait. Merci. Et j'avais une dernière question pour Stéphane Nachard. Dassault Aviation, vous avez une filiale qui s'appelle Dassault Systèmes, qui virtualise la conception et beaucoup d'autres choses. Ils ne virtualisaient pas les essais en vol? Non, en fait, Dassault Systèmes collabore avec nous dans le cadre de l'utilisation des outils d'assistance à la conception. Donc beaucoup plus en amont sur vraiment la maquette numérique. Et d'ailleurs, ça nous permet d'avoir des outils comme 3D Experience qui sont très performants. Mais derrière, sur la partie traitement des essais en vol, non. On n'a pas de collaboration sur cet aspect-là. Parfait, merci beaucoup. Il me reste à vous remercier, Antonin Braun, Stéphane Nachard et Martin Gienne, pour votre cas d'usage.